Je m'appelle Sylvain, j'ai 31 ans et j'ai construit un avion dans mon salon. Ma passion quand j'étais petit, je pense que la première c'était le bricolage. Et l'aviation c'était un petit peu comme un rêve inaccessible parce que quand t'es petit, à part te dire ah tiens un jour je serai pilote, tout ça c'est quand même très abstrait. En fait j'ai volé d'abord par procuration au travers des maquettes. Donc j'ai fait de l'aéromodélisme pendant pas mal de temps parce que j'avais pas de sous évidemment. Quand t'as entre 10 et 15 ans t'as pas de sous. Et au final, j'ai volé très très tard. Pour la première fois, je devais avoir 20 ans. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plein d'avions télécommandés, d'hélicoptères télécommandés. Et je me suis dit, mais tiens, si je revends tout ça, j'aurais peut-être assez de sous pour m'acheter un paramoteur. Donc j'ai décidé de revendre toutes mes maquettes et puis de m'acheter un paramoteur. Donc je suis allé sur un terrain de paramoteur pour voir ce que c'était un petit peu d'abord. J'en avais une idée, mais bon. Première rencontre avec le paramoteur, une semaine plus tard, j'étais inscrit. Et ça commence par essayer de gonfler la voile au sol. Et j'ai fait 2 jours de gonflage et puis à la fin du 2e jour, l'instructeur m'a dit bon bah c'est bon, tu peux aller voler. Et du coup mon premier vol, le tout premier vol, la toute première fois que mes pieds ont quitté le sol, parce que j'avais jamais pris l'avion, même l'avion de ligne, mon tout premier vol de toute ma vie, c'est moi qui étais le pilote. Le paramoteur ça m'a apporté tout ce qui est le sérieux, la découverte de l'élément de l'air, tout simplement, de la turbulence, ça m'a apporté des amis, ça m'a donné goût vraiment au vol. Ça m'a donné envie d'aller plus loin dans les études aéronautiques. Ça m'a énormément apporté. La transition entre le paramoteur et l'avion, elle est pas directe. Je suis passé par l'ULM 3 axes. Pour la bonne et simple raison que j'en étais arrivé à un niveau en paramoteur où si je souhaitais continuer à progresser, ma spécialité c'était quand même la voltige, si je souhaitais continuer à progresser, le facteur risque devenait vraiment très important. Et je commençais à me réveiller le matin en me disant arrête tes conneries parce que tu vas finir en chaise quoi. Je me connais, je suis quelqu'un qui va toujours chercher toujours plus, la progression. Et sauf que là en paramoteur j'en étais arrivé un peu à ma limite quoi. Donc il a fallu trouver une autre activité. Et je me suis dit la voltige en avion forcément parce que ça c'est un truc, c'était mon rêve absolu depuis le début, faire de la voltige en avion. Et puis en fait j'ai découvert qu'il y avait un ULM qui pouvait faire de la voltige, petit ULM qu'on appelle Rance S9. Donc j'ai acheté cette ULM, je l'ai retapé entièrement et je l'ai mis en vol, je me suis mis à faire de la voltige avec. Je pense qu'après avoir reconstruit l'ULM que j'avais, je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement à ma portée parce que tu démontes un ULM puis tu dis ouais tiens finalement si j'ai réussi à démonter l'ULM et puis à le remonter et qu'il vole derrière, pourquoi pas essayer d'en construire un. Il n'y a pas eu un jour où il a dit genre viens demain je fais un avion quoi. C'était une espèce de... sur la longueur, enfin tu vois, c'était au début c'était le paramoteur pendant longtemps et puis après c'était l'ULM, enfin le 3 axes où il bossait dessus et puis après il a volé puis machin et puis après il a beaucoup bricolé dessus et ça et puis après enfin tu vois il avait toujours dit vaguement ouais je ferai un avion mais c'est des trucs un peu utopiques genre ouais un jour ouais et au final de fil en aiguille en fait plus ça va plus on s'est approché de ce moment-là. Et puis la difficulté dans ces cas-là c'est se décider en fait, c'est se décider et donc de trouver le bon modèle d'avion. Un monoplace voltige, un biplace voltige, un avion de voyage, un avion pour atterrir et décoller de partout. J'ai commencé la voltige sur mon ULM mais pas tout seul, je suis venu sur un aérodrome pour prendre quelques cours. Et le seul avion de voltige qu'il y avait disponible à ce moment-là, c'est aujourd'hui l'avion que j'ai construit en fait. C'est le prototype de cet avion. Le modèle que j'ai choisi du coup c'est un avion Peña, un Super Joker de son concepteur Louis Peña qui l'a conçu et dessiné. Louis Peña c'est quelqu'un qui a développé, dessiné et construit 7 avions. Il est en train de construire le 7e là. Ancien pilote d'essai, ancien militaire également, pilote dans la latte.
L'avion qu'il a développé là, le Super Joker, c'est un avion qui se veut d'abord être très polyvalent puisque c'est un avion 4 places mais avec une capacité voltige. Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit au moment de choisir quel avion construire, puisqu'on peut envisager des voyages en famille, on peut faire de la voltige, enfin voilà, on peut un peu tout faire avec cet avion, c'est ça qui est chouette. Et voyant que j'étais intéressé, en fait Louis m'a invité un jour chez lui à manger une tarte aux pommes et puis à étudier les plans qu'il avait fait. Ça m'a permis moi un petit peu de mettre le nez là-dedans et de me rendre compte qu'en fait c'est pas si compliqué, que j'étais pas perdu en lisant ces plans quoi. Tout est très simple hein, finalement, c'est assez limpide. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de lui acheter cette liasse et de me lancer dans ce projet de construction quoi. Louis, il a été quelqu'un de très important dans ma carrière aéronautique puisqu'il a d'abord été mon instructeur. C'est grâce à lui que j'ai eu mon brevet de pilotage avion. Il a aussi été mon instructeur voltige, la voltige qui développe pas mal la dextérité de pilotage. Et enfin, il a été la personne qui m'a assisté tout au long de la construction, en me donnant toutes ces petites astuces, les petits détails qui nous manquent quand on se lance dans un tel projet. Voilà, lui, il avait déjà la connaissance et ça m'a permis finalement d'aller au bout de ce projet sans grande difficulté, quoi. Puisque c'est quand même un projet d'envergure, puisque faut compter environ 8 ans pour quelqu'un qui travaille à plein temps à côté, quoi. Donc je me suis pas fixé de temps en fait. Je me suis dit bon bah ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon j'ai la passion du bricolage, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Je suis pas pressé. Le truc c'est que quand tu te fabriques un objet comme ça, comme un avion, en fait tu te... je sais pas comment le dire. C'est comme quand tu te payes une heure de vol en avion. Quand tu te payes une heure de vol en avion, tu te dis mais ça vaut 100 balles une heure d'avion, c'est hyper cher quoi. 100 € l'heure d'avion, mais en fait tu t'achètes pas uniquement une heure de vol, tu t'achètes la veille, parce que la veille quand tu t'endors dans ton plumard, tu penses à ton vol du lendemain, tu penses toute la nuit, enfin tu penses le matin quand tu te réveilles, et après avoir fait ton vol, tu te dis putain quelle belle journée, c'était chouette, et tu vas boire le coup avec tes copains, et au final du coup tu t'achètes pas uniquement cette heure de vol, tu t'achètes tout le reste qui va avec. Et quand tu construis un avion c'est la même chose, c'est-à-dire que là je suis en train de construire un avion, ça va prendre énormément de temps, mais dans ma tête c'est déjà en train de voler. Et je pense que c'est ça qui compte le plus. Et puis il y a eu le plan de licenciement économique. L'avion était commencé déjà depuis 2 ans environ. Plan de licenciement économique dans la boîte. Là il fallait que je fasse la reconversion dont je rêvais depuis des lustres. Donc licenciement économique, j'ai eu 2 ans de chômage. Et je me suis servi de ces 2 ans de chômage pour bosser comme un fou et finir mon avion le plus vite possible. Donc en fait, je l'ai fait en moins de 4 ans, mais j'ai bossé comme un fou. C'est-à-dire que je me réveillais le matin à 6h, je me mettais au boulot à 7h et puis j'arrêtais pas avant 19-20h. Et ça pendant 2 ans, quoi. Alors pour construire l'avion, j'avais effectivement pas d'atelier. J'ai commencé ça dans un appart qui faisait 40 mètres carrés avec ma copine. Et puis au fur et à mesure, finalement, le machin a grandi. Puis un jour tu prends du recul comme ça. Puis bon bah, il y a un fuselage, voilà. L'avion, il est là, il est assemblé. Il n'y avait pas l'aile bien évidemment parce que l'aile elle fait 8 mètres 40 d'envergure. Donc c'est beaucoup trop grand, mais tout le fuselage, montage du moteur compris, je l'ai fait dans l'appartement. Ouais. Et je sais pas, je te dis, je sais pas. Je sais pas, on s'est pas dit, viens, on va le faire dans le salon. Ça s'est fait. Il est venu dans le salon et voilà quoi. Je voyais plus le côté cool que Sylvain était tout le temps à la maison. Parce qu'il aurait pu faire exactement le même avion, mais dans un hangar à 20 bornes d'ici, où en fait, le matin, il serait parti à 6h, et puis il serait revenu le soir à 23h, j'aurais pas vu de la journée, alors que là, en fait, il bricolait, et on était là, parce que moi, j'ai quand même pas mal de jours de repos, et du coup, on pouvait passer quand même du temps ensemble, certes, plus ou moins fréquemment dans la journée, des fois, il passait sa journée entière dans son atelier là-haut, et je le voyais pas, mais au moins, on était ensemble, donc du coup, ça l'a fait trop bien, et puis en fait, l'avion, il est pas arrivé d'un coup. C'est pas genre,
tac, t'as un énorme truc dans le salon. Non, c'est qu'en fait c'était des petites pièces qui au final, du coup la table on l'a un peu décalée et puis en fait du coup la table on l'a carrément poussée contre le mur et puis du coup du coup il a pris la moitié du salon, mais il n'y a pas eu de moment où c'était voilà. Il n'y a pas eu de gros moments violents, du coup difficiles à vivre, non, c'était limpide. Genre du 5 ça aurait été bien. Mais 5 c'est de la merde. Ça c'est du beau. Quel bordel. Là, pour tailler un biseau propre, en fait, vu que c'est du contreplaqué, on voit les couches qui vont se dégager les unes après les autres. Il faut essayer d'avoir les couches parallèles. Donc genre ici, on voit que j'ai bien attaqué par rapport à là. Donc là, je vais attaquer un peu plus. Regarde comme il est joli celui-là. Oh là là, c'est très joli copain. Tac. Un petit serre-joint par là, ça serait pas mal. Voilà. Double encollage. Les avions en bois, en tout cas les avions français, on met pas de clous, on met pas de vis. Toutes les planches, tous les assemblages de bois sont faits uniquement à la colle. Ouais, sur mon avion, ouais, tout est unique en fait, parce que tout est fait à la main et t'as pas une pièce qui sera pareille qu'une autre. C'est un avion en bois, déjà je trouve que le bois ça a une certaine poésie. C'est un matériau qui est vivant, qui a eu une histoire. On coupe un arbre et on va lui donner une certaine forme d'autre histoire. Et il y a un arbre qui était dans le jardin de mes parents dans lequel j'ai beaucoup joué, c'était un cerisier. Quand j'étais gamin, quand j'avais moins de 10 ans quoi. Dans ma tête, ça a été à la fois un hélico, un bateau pirate, un avion, un porte-avions, je ne sais quoi. Il a tout fait cet arbre. Et puis cet arbre était malheureusement malade, donc mes parents ont dû l'abattre. Je me suis dit que ce serait un joli retour des choses que de prendre un morceau de cet arbre-là et d'en faire quelques pièces pour mon avion. Donc les poignées du manche sont en cerisier du jardin de mes parents. Quand on achète des plans pour construire un avion, on les respecte dans les grandes lignes. Mais on a toujours des petites différences, il y a toujours des choses qu'on souhaite mettre à notre goût. Donc oui, forcément, j'ai apporté un peu mon œil d'ingénieur, notamment pour le capot moteur. Le dessin du capot moteur, sur le prototype, ce sont des entrées d'air carrées pour refroidir le moteur. Seulement, la NASA, qui a fait de la recherche et du développement sur le refroidissement des moteurs d'avion, a trouvé que les entrées d'air rondes, c'était plus efficace. Bon, j'ai fait des entrées d'air rondes. 15 jours où c'était pour moi le pire moment de la construction, et il le sait, et ça je ne l'ai pas caché, c'était horrible, c'est quand il a fait le capot moteur. Où du coup c'était en mode, il y avait du plâtre et en fait il ponçait.
Et puis du coup après il remettait du plâtre, et puis après il ponçait, puis après il remettait du plâtre. Et en fait c'était blanc dans tout l'appart. C'était blanc. Et là c'était horrible. Franchement je pouvais rien faire. Tu mettais juste de marcher en fait, t'avais ta trace de pas sur le sol. Mais c'était sur la fin, non pas sur la fin, mais c'était 1 an, c'était 6 mois avant qu'ils sortent. Donc voilà, mais il y a eu cette quinzaine là où c'était horrible. Alors je sais qu'il y a pas mal de constructeurs qui ont des gros doutes, des grosses pauses, des grosses galères, voire même qui arrêtent. Et moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance je pense, parce que ça a été un peu comme une autoroute. J'ai pas eu de grosses galères, j'ai eu des moments de fatigue, très très grosse fatigue, ou des moments de ras-le-bol en fait. Mais j'ai pas eu de grosses galères, il y a eu quelques pièces parfois à recommencer, notamment le coffrage de l'aile que j'ai fait par très haute température, enfin il faisait très chaud, c'était sous le hangar en plein été et le bois du coup il était desséché quoi. Donc j'ai coffré ces morceaux de bois sur l'aile, j'étais super fier de mon travail et tout. Je vais dormir, je reviens le lendemain matin, il faisait plus que 18 degrés dans le hangar et là ça avait gondolé parce qu'en fait le bois s'était rechargé en humidité. Donc tout simplement là j'ai décidé de tout casser. J'ai recommencé quoi, j'ai arraché le bois que j'avais collé, arraché. Tu coupes proprement, ensuite tu ponces, tu récupères à la première surface que tu avais et tu recommences. Mais tu fais pas la même erreur. Donc là, tu appelles les copains. Ah oui, tiens, alors j'ai un ancien de chez Mudry. Mudry, c'était grand fabricant d'avions de voltige. Leur méthode, eux, c'était d'humidifier légèrement les plaques de bois pour qu'elles se dilatent un petit peu en fait. Et en se dilatant, tu peux les coller et ensuite elles vont se réassécher et donc se tendre. Donc il ne va plus y avoir ce problème de bois qui gondole en fait. Je pense que j'ai été pas mal chanceux dans ce projet parce que j'ai assez vite eu de bons contacts, des gens qui m'ont bien aidé. Je pense notamment à un mécanicien qui m'a permis un petit peu de démystifier la mécanique moteur. Il m'a aidé à trouver des pièces, il m'a aidé à régler ce moteur, il a été bien présent et ça c'est super. C'est quelqu'un que je considère vraiment beaucoup et qui a une énorme expérience qui m'a en quelque sorte transmis et c'était chouette. Notamment aussi pour la construction du longeron d'aile qui est la pièce la plus importante sur un avion de voltige, puisque c'est elle qui va prendre toutes les charges, tous les efforts. Pour cette pièce-là, c'est pareil. Je préférais la faire avec quelqu'un qui connaissait bien son métier, donc on l'a fait à 2 avec un menuisier professionnel sur 4 semaines. Tu te sens en quelque sorte en confiance en fait, d'être un peu aidé, d'être un peu assisté sur ce genre d'opération un peu délicate. Du coup, ouais, c'est quand même un projet pas mal solitaire, malgré qu'il y ait de l'entraide, malgré qu'il y ait du passage dans le hangar. T'as quand même des moments où tu te sens un peu seul, effectivement, t'as beau mettre de la musique, etc. Bon, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment partager, c'est difficile quoi. Et du coup, il y a des petites anecdotes des oiseaux qui passent, qui ont leur nid juste à côté. Donc j'avais un petit nid de rouge-queue, qui est un tout petit oiseau qui nichait en fait dans le hangar. Et en construisant mon aile, j'ai vu les parents nourrir les oisillons grandir et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ces petits rouges-queues que je vois depuis des semaines maintenant, faire des allers-retours, ils sont en train de donner vie à un oiseau et bientôt l'oiseau va faire le premier vol. Donc j'ai vu forcément un parallèle, je me suis dit, moi aussi un jour je vais sauter du nid et m'envoler quoi.
ça m'emmerde, ces pièces trop longues. Cette fois, je suis en monoplace. Voilà. On a pu pousser les vis et le sortir. Va falloir commencer à penser à sortir la GoPro en fait. Parce que là. Alors l'avion il a été construit au 2e étage de mon appart dans le salon. Du coup pour le sortir j'ai imaginé tout un tas de systèmes, tyroliennes, des copains qui viennent avec des cordes et tout ça. Et puis en fait je me suis dit je vais conserver un peu d'argent, je vais réserver un peu d'argent pour faire une sortie propre. Et en fait j'ai fait tout simplement appel à un grutier. Donc il y a un mec qui est venu avec un gros camion et qui a approché son crochet de mon balcon et on a sanglé le fuselage qui était pas lourd, hein, il faisait 70 kg. Une fois que j'avais démonté tout, le moteur, tout ça, qu'il restait plus que le morceau de bois collé qui est indissociable en fait, qu'on ne peut plus démonter quoi. Ça faisait 5 mètres 50, 6 mètres de long, mais pas lourd. Donc en fait, lui c'était de la rigolade pour lui. Et puis bah voilà, tout s'est très bien passé. Non, après il y a eu des moments où... Ouais, où j'en avais marre, oui, parce que c'était sa priorité numéro 1, quoi. Et donc tout le reste était un peu accessoire, était mis de côté. Genre les soirées avec les potes, les apéros machin, enfin tu vois, la vie sociale était mise de côté parce qu'il n'y avait que ça. Donc ça c'était le côté négatif, mais sinon c'est en fait de le voir tellement épanoui et content d'avoir réussi à réaliser ce truc, et la fierté, parce que je suis hyper fière de lui. Il a quand même fait un truc de ouf. Juste, il a construit son avion en 4 ans, il vole avec. C'est hyper beau, quoi. C'est 4 ans de travail acharné, voilà, parce que lui, il s'est aussi empêché de faire plein de trucs. Certes, on n'est pas parti en vacances beaucoup pendant ce temps-là, et quand on partait, il avait quand même la tête sur autre chose, quoi. Mais maintenant, genre là, on est parti il y a 2 jours en bivouac, voilà. Enfin, tu vois, ces 2 jours-là, ça compense tout le temps qu'on n'a pas pu passer en vacances ensemble ailleurs, mais c'est des moments passés en avion et c'est trop bien. Entre le moment où je l'ai considéré terminé, où j'ai vraiment rangé mes outils à bois et tout ça, et le moment où il a volé pour la première fois, il s'est passé un peu moins de 2 mois, un truc comme ça. Un avion de construction amateur, il est quand même contrôlé par l'OSAC, qui est un organisme français qui vérifie que ton avion a été fait selon les règles de l'art. Donc en fait, on a un inspecteur qui vient à certaines étapes de la construction, qui vérifie voilà, que tout a été fait selon les bonnes pratiques, que les collages sont propres,
qu'il y a bien le nombre de ceintures qu'il faut dans l'avion, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ensuite, toi aussi, tu as ton propre travail à faire, toi, et tes propres vérifs. Et tes vérifs, elles sont surtout au sol, mais en fonctionnement. Donc le moteur tournant, tu essayes les freins, tu essayes l'avion au roulage. Donc tu le fais rouler droite, gauche, tu essayes les freins, le moteur, est-ce que tout va bien. Tu accroches l'avion au sol, tu l'arrimes, puis tu mets plein gaz. Tu essaies de voir si le moteur il tient, s'il cale pas, si je sais pas. Tu fais une batterie de tests en fait que tu te crées toi-même, qui vont venir te rassurer finalement, te faire prendre confiance. Parce qu'au début, tu lui fais pas du tout confiance. Et tu peux nous raconter ton premier vol? Alors le premier vol, c'est pas quelque chose que tu prévois. C'est pas quelque chose que tu peux anticiper ou te dire mardi, je vais faire le premier vol de mon avion. Non, ça marche pas comme ça. Parce que peut-être que mardi, tu vas te réveiller, tu seras fatigué. Peut-être que mardi, il va pleuvoir. Peut-être que mardi, il y aura trop de vent. Donc en fait, c'est plutôt une entrée progressive dans une période où potentiellement, tu vas peut-être faire le premier vol. Pendant quelques semaines, tu fais ces essais où tu apprivoises l'avion, tu apprends à le connaître. Et petit à petit, tu sens cette confiance monter. Et puis un jour, toutes les conditions sont réunies, quoi. Et puis tu sais que c'est ce jour-là. Et là, le vol, tu le fais pas. Enfin moi, en tout cas, le vol, je l'ai pas fait tout de suite. Je savais que c'était le jour du premier vol. Je savais que j'allais le faire. Parce que le matin même, j'avais fait des roulages et que tout se passait bien, parce que les conditions étaient là. Je savais que j'allais le faire, mais j'avais la trouille. Une trouille, mais là, c'est une trouille, vraiment, ça prend aux tripes, quoi. Tu te prépares vraiment à mourir, hein. C'est très dur à dire, mais ouais, tu te prépares à mourir. Tu te dis, j'ai les papiers de l'assurance, je les ai mis en évidence sur mon bureau, ils sont là pour que, s'il arrive quelque chose, J'ai pas dit non plus à mon entourage, je vais faire le premier vol. J'ai dit, on rentre dans la phase où potentiellement, je vais peut-être faire le premier vol dans pas longtemps. Je savais que c'était plus ou moins là, mais je suis un peu, je vais pas dire naïve, mais un peu, moi je suis un peu dans le monde des bisounours, donc je dis c'est en ce moment peut-être, ça va arriver, mais je me suis pas focus là-dessus, j'étais au taf, et j'y ai pas du tout pensé de la journée. Je savais qu'il était à Dax, mais j'ai pas pensé, ok, ça peut être aujourd'hui, enfin tu vois, je me suis pas foutu une pression. Et puis tu attends un signe, qui te fait te dire, non, ce sera pas pour aujourd'hui, comme, je sais pas, le vent qui se lève, trop de vent, non, ce sera pas pour aujourd'hui. Ou la pluie, non, il pleut, ce sera pas pour aujourd'hui. Moi j'étais là devant mon avion, terrorisé, et puis j'attendais le signe. Et c'est un signe totalement opposé qui est arrivé, à savoir ce petit rouge-queue, ou un de ses frères, j'en sais rien, un petit rouge-queue qui est venu, qui s'est posé sur la dérive de mon avion. Voilà, c'est ces petits oisillons que j'ai vu grandir, un des parents ou l'enfant, j'en sais rien, qui se pose sur l'avion, qui me terrorise à ce moment-là, et où je suis en train de me dire c'est pour aujourd'hui. Ça a été ça mon signe en fait, ça a été l'élément déclencheur. Je me suis dit là, vas-y, il va rien t'arriver. Du coup je m'installe, je serre mes ceintures, mais alors là le stress il explose, quoi. Il explose et le cœur il bat à 100 000 à l'heure, ça y est, tu montes dans ton avion dans le but de... Alors tu sais que tu vas pouvoir freiner au dernier moment, te dire non, je m'en sens pas capable, mais non, t'as déjà fait ce cheminement plein de fois avant, donc là ça y est, tu es décidé en fait. Donc tu mets tes ceintures, tes machins, tu vérifies tout 15 000 fois, t'as déjà vérifié tout 15 000 fois sur la structure, est-ce que cette vis elle est bien mise, t'as tous les doutes qui te reviennent en tête, est-ce que j'ai bien vissé cette durite à carburant, si elle tombe c'est foutu, j'ai plus d'essence, le moteur s'arrête. Est-ce que j'ai assez d'huile? Est-ce qu'il n'y a pas une fuite d'huile quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas... T'as tous les doutes qui remontent, tous, d'un coup. Et là, c'est très très dur. C'est très très dur. C'est très très dur jusqu'au moment où enfin le moteur démarre. Tu appuies sur le bouton et le moteur démarre. Et là, il y a le bruit auquel tu t'es déjà habitué pendant 2 semaines en faisant tes essais de roulage, tes essais au sol. Tu t'y es habitué, donc en fait, il te berce, il te permet de te mettre un peu dans une bulle. Tu te concentres en fait. Et puis là, tu commences à rouler. Tu vas vers la piste. Progressivement, le stress descend un petit peu.
Dernière vérification avant de rentrer sur la piste. L'essence est bien ouverte, la pompe est bien mise, les volets, les instruments, tout va bien. Bon. Tu t'annonces, tu rentres sur la piste. Et là, je me suis aligné. Et je me suis annoncé, Fox Mike Papa, je m'aligne et je décolle. Piste 07. Et là, tu mets plein gaz. Le moteur prend ses tours. Et alors là, c'est le truc fabuleux du cerveau humain. C'est à ce moment-là, tout le stress disparaît. C'est comme si le cerveau il avait dit toutes les émotions négatives, tout ce qui peut te déconcentrer de ta tâche actuelle qui est de piloter un avion, tu l'élimines. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le stress il est tombé. J'ai mis les gaz, j'étais comme un robot. À piloter, à chercher à piloter le plus parfaitement possible, mais sans faire non plus trop, sans en faire trop quoi. Je pense que mon cerveau à ce moment-là il s'est dit c'est un avion comme un autre, comme ceux que tu as déjà pilotés. Voilà. Donc l'avion prend sa vitesse, normale, puis il décolle. Puis bah là, on le voit dans la vidéo du premier vol, il y a une petite hésitation en fait, parce que l'avion il décolle jamais parfaitement droit, donc il va pencher un petit peu, puis là, tu vas chercher son neutre, ok, ça y est, t'as trouvé. Et puis bah là, il monte. À ce moment-là, le cerveau, encore une fois, ne réalise pas vraiment, c'est trop concentré sur la tâche, prêt à réagir sur le moindre cafouillage, la moindre raté moteur, voilà. Et puis bah là, premier virage, et puis là je vois la piste. Et je me dis, voilà, je suis en premier virage, je vois la piste, maintenant si mon moteur cale, j'ai une chance de sauver ma peau et de sauver l'avion. Et c'est là que j'ai réalisé, c'est là que je me suis dit, ça y est, il vole. Il vole et il vole bien. Il vole droit et j'ai rien à dire. Pour l'instant, j'ai rien à dire, il vole. Bien sûr, là, tu es encore trop concentré, tu peux pas. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas vraiment d'émotion qui prend le dessus, quoi. C'est génial, ça vole, incroyable, cool, continuons. Et en fait, tout de suite, tu reprends ta tâche, tu redeviens un robot, et tout ce que tu avais prévu de faire, tu le fais, à savoir monter à telle vitesse et à telle altitude. Tu respectes une certaine vitesse, tu ne veux pas aller trop vite, tu ne veux pas aller trop lentement, juste à la bonne vitesse. Voilà, tu montes le plus haut possible. Pour, encore une fois, avoir de quoi planer en fait. Ce qui te fait mal en avion, c'est le sol, c'est pas l'air. Donc tu as tout intérêt à être le plus haut possible. Donc je suis monté comme ça à 3000 pieds. 3000 pieds, ça fait à peu près 1000 mètres d'altitude. Et à 1000 mètres, j'ai pu faire mes premiers essais, donc mes essais de basse vitesse. Parce que forcément, tu voles avec ton avion, il va falloir atterrir un jour. L'atterrissage se fait à une vitesse un peu plus basse. Donc tu fais des essais basse vitesse. Tu ralentis le moteur. Et tu regardes, l'avion se comporte bien à basse vitesse, il reste manœuvrant, j'arrive à l'incliner un peu, j'arrive à monter, descendre. La dérive, tout va bien, il se contrôle bien sur tous ses axes. Pendant ce temps-là, toutes les températures sont bien, tout est dans le vert. Il n'y a aucun signe alarmant, le moteur tourne parfaitement rond, voilà. Donc tu fais comme ça quelques allers-retours au-dessus de la piste, toujours avec beaucoup de prudence. L'avion, finalement, se comporte comme un avion normal. T'es pas encore dans la phase où tu t'en étonnes parce que t'es trop concentré sur ton truc, mais tout va bien, donc tu continues. Donc tu essaies tes volets. Les volets, ça permet de ralentir l'avion quand il en approche pour l'atterrissage, d'arriver un petit peu plus lentement. Donc tu fais les essais, un premier cran de volet, telle vitesse, d'accord, deuxième cran de volet, telle vitesse, il se comporte très bien. Bon, si l'avion se comporte très bien à basse vitesse, je vais donc pouvoir atterrir. Et là du coup tu commences à faire ta descente. Pareil, lentement, faut pas se précipiter quoi. Tu restes très calme, tu essaies de pas violenter l'avion, de pas violenter le pilote. Et du coup, tu anticipes ton approche, ton atterrissage, et tu essaies d'avoir la meilleure attitude possible, le plus calmement du monde. Tu fais ta descente, ton approche, et puis la piste est face à toi et la vitesse est parfaite et tout va bien, le moteur tourne encore bien au ralenti, mais il tourne très bien. Et puis enfin, tu es en ce qu'on appelle en courte finale, donc les roues vont quasiment toucher. À ce moment-là, je préfère couper le moteur directement parce que je sais que je vais atterrir, en tout cas je ne vais pas avoir à repartir. Donc je coupe le moteur pour ne plus avoir aucune traction sur l'hélice et pouvoir m'arrêter sereinement sans même utiliser les freins. Et puis voilà, les roues touchent, l'avion ralentit.
puis voilà, je l'ai fait. Alors la réaction qu'on pourrait s'attendre après avoir passé 4 ans à construire un avion dans son salon, après environ, je sais pas, 3 à 4 000 heures de travail, comme un fou, on pourrait hurler de joie, on pourrait sabrer le champagne. Ma première réaction, ça a été, bon bah voilà, une bonne chose de faite. Bon bah voilà, bonne chose de faite. C'était ma première réaction. Et voilà, tu as survécu à ta première séance de voltige aérienne. Cool. Merci mec, ça fait trop plaisir.